Bonsoir, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. C'est un plaisir de vous accueillir, toujours aussi nombreux. Je suis Isabelle, la directrice du cinéma Le Grand Action. Et donc je suis ravie de vous recevoir à l'occasion de cette nouvelle séance de notre ciné-club Univers Convergent au Grand Action. Ce ciné-club nous est proposé par l'Institut Henri Poincaré, célèbre institut de mathématiques dirigé par une grande mathématicienne, Sylvie Benzoni, que l'on peut applaudir tout de suite. Bonjour Sylvie, bienvenue au Grand Action. C'est un grand plaisir de t'accueillir. Ce ciné-club a été concocté, imaginé, il est géré, animé, programmé par l'indispensable Quentin Lazarotto. C'est un grand plaisir de travailler avec vous, Sylvie et Quentin. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, je vous le redis. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, bienvenue pour cette soirée exceptionnelle, un peu particulière. Je vais faire très court. C'est une soirée qui va peut-être vous plonger dans des abîmes de perplexité ou de réflexion sur ce que c'est que le réel et le virtuel, voire ce que c'est que le concret et l'abstrait. Je sais que c'est une question très chère à Quentin. Donc voilà, je vous souhaite une bonne et longue soirée. Merci et voilà, c'est tout. Merci Sylvie. Merci Sylvie. Et merci Isabelle pour ton introduction, toujours aussi dynamique. Tu sais que c'est toujours un plaisir de se retrouver ici tous les mois avec vous. Toujours aussi rempli, hein, on est vraiment surpris à chaque fois. 500 demandes par séance, oui, vous avez une chance folle d'être là. Voilà, on fait ce qu'on peut pour gérer, mais c'est vrai qu'on est pas mal assaillis. Et donc je remercie aussi toute l'équipe de l'Institut qui travaille derrière. Je vous fais un tout petit rappel de la soirée. Donc on va d'abord faire une petite présentation des intervenants qui vont être là pour parler après le film. Ensuite on a le film, on a un débat qui dure à peu près une quarantaine de minutes, débat discussion. On passera aux questions du public et on aura bien sûr, comme vous le savez s'il y en a qui sont déjà venus, notre séquence équation. Et notre séquence équation parce que ce ciné-club est organisé par l'Institut Henri Poincaré, Institut de mathématiques, et on fait ciné-club depuis 5 ans et cette année on s'est dit que ce serait bien de revenir un petit peu à l'essentiel. Et donc, on va vous présenter pendant 5 minutes une équation. Et vous verrez, on a une double surprise ce soir, puisqu'en plus, elle vous sera présentée de manière virtuelle par un avatar de Cédric. Donc, avatar virtuel. Donc, vous verrez ça tout à l'heure. La séance se terminera par un cocktail pour ceux qui auront donc décidé de venir y assister. Isabelle, je te laisse présenter le film de ce soir. Alors, je vais vous parler de Steven Spielberg, que tout le monde connaît, mais du coup, je vais essayer de résumer l'énorme œuvre de Steven Spielberg, réalisateur américain né en 1946 et qui fait partie de ce qu'on appelle la seconde génération du Nouvel Hollywood. Vous savez que le Nouvel Hollywood, ce sont ces réalisateurs qui, dans les années 70, ont voulu révolutionner Hollywood. Les premiers ont révolutionné, alors c'est Altman, Borman & Co., et Scorsese, ils ont révolutionné Hollywood en se servant du discours évidemment véhiculé par leurs films. Et la seconde génération, c'est-à-dire Spielberg, Lucas et Coppola, a révolutionné le monde, mais cette fois-ci en s'appropriant les moyens de production. Donc en fait, Spielberg a toujours coproduit ses films. Il a d'ailleurs fondé le fameux studio Amblin et cofondé le non moins fameux studio DreamWorks. Alors revenons à son œuvre de réalisateur. En 1964, ses parents divorcent. Et c'est certainement là que se niche la quête incessante d'une enfance heureuse que l'on trouve dans tous ces films. Cette quête d'un enfant qui se heurte à vraiment l'incompréhension totale des adultes. Donc ça, c'est la première partie des films de Spielberg. Donc bien entendu, il y a Les Dents de la Mer, qui a été donc le premier blockbuster de l'histoire du cinéma. Ensuite, la saga des Indiana Jones, qui s'est étalée sur plusieurs décennies. Jurassic Park, l'immense Minority Report, ou encore 3 films d'extraterrestres. E.T., Rencontre du troisième type, et bien sûr La Guerre des mondes. Alors d'ailleurs, à noter que chez Spielberg, les extraterrestres viennent chez nous, chez Lucas, c'est nous qui allons chez eux. La seconde catégorie des films de Spielberg sont des films considérés comme sérieux,
intimiste sur des sujets graves basés sur des faits réels. Donc on commence par la Première Guerre mondiale avec le cheval de guerre, la seconde avec le soldat Ryan, la Shoah avec la liste de Schindler, l'esclavage avec la couleur pourpre Lincoln et le conflit israélo-palestinien avec Munich. En fait, Spielberg se définit comme étant un cinéaste pacifiste. Le Monde a dit, le journal Le Monde a dit Spielberg est maniaco-dépressif. Il passe d'un film comique à un sujet tragique en quelques mois. Alors moi, je dirais pas ça. Je dirais qu'il a gardé cette capacité d'émerveillement d'un petit garçon. Et tout en agissant comme un adulte responsable qui doit témoigner par ses films, mais aussi en agissant. Il a notamment fondé la fondation Shoah, qui a pour objectif de recueillir les témoignages de l'ensemble des rescapés de la Shoah. Mais revenons à l'entertainment ce soir avec Ready Player One, qui est l'adaptation d'un roman paru en 2011 d'Ernest Cline qui s'appelle Player One. Merci Isabelle. Ce retour sur le... Difficile de faire plus grand réalisateur aujourd'hui. Difficile. Et je vous ai évidemment épargné le box-office de Spielberg. Hein. C'est l'un des plus bankable d'Hollywood. C'est bien pour ça qu'il s'est approprié, heureusement pour lui, les moyens de production. Alors, sans transition, comme vous le savez, si vous avez eu notre programme, le parrain scientifique de notre séance devait être Cédric Villani, qui a donc dirigé l'Institut Poincaré et avec qui on a créé le Ciné-Club il y a 4 ans. Il n'a pas pu être là ce soir. En revanche, il a enregistré une petite vidéo pour vous dire bonjour. Donc on va l'envoyer tout de suite. Bonsoir Isabelle, bonsoir Quentin, bonsoir chers amis. J'aurais tellement aimé être parmi vous en cette belle soirée, dans le cadre de ce passionnant cycle de ciné-club qu'avec Jean-Philippe Usan nous avons créé il y a quelques années au Grand Action. J'ai le souvenir de si belles soirées passées à apprécier ensemble des films, à discuter, à débattre. Et si je ne peux pas me joindre avec vous ce soir, c'est pas à cause de ce petit accident de parcours, c'est parce que le devoir m'appelle et j'ai été incorporé, à ma grande joie, je dois l'avouer, dans le cortège du président Macron au cours de sa visite d'État aux États-Unis. Ça ne m'empêche pas, pour autant, de vous adresser ces quelques paroles de bienvenue et de contribuer à la soirée, en particulier parce que j'ai aidé Quentin à organiser un panel un peu original pour débattre avec vous ce soir, pour commenter un film qui se situe parfaitement dans l'actualité, puisque Ready Player One, c'est le dernier blockbuster de Spielberg qui fait le buzz, pour parler English, mais c'est aussi bien plus que ça. D'abord, Ready Player One, au départ, c'est un roman qui a déjà quelques années et qui est devenu culte pour toute une communauté, emblématique de ce domaine très spécial des jeux vidéo participatifs, interactifs, immersifs, dans laquelle les participants se retrouvent à interagir et à faire comme à participer à un nouveau monde. Un monde que l'on imagine avec des règles qui nous paraissent meilleures, ou en tout cas plus intéressantes que les règles de la réalité. Ça nous plonge donc dans l'univers du jeu vidéo, un univers fascinant par son côté social et culturel, certes, mais aussi par son côté économique, quand on voit les empires qui se sont créés dans le jeu vidéo international, également par le côté scientifique et technologique. Le jeu vidéo, grand incitateur de progrès technologique. D'ailleurs, les réseaux de neurones, ces techniques extrêmement à l'honneur dans le cadre de l'intelligence artificielle, ne sont-ils pas le plus souvent mis en œuvre avec des Graphical Processor Units, des unités de calcul graphique qui sont issues de l'industrie du jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est un thème que maintenant la puissance économique et politique ne peut plus ignorer et qui d'ailleurs fait l'objet, depuis tout récemment, de débats ou de missions menées par le Parlement.
Mais Ready Player One, ça nous plonge aussi dans notre rapport avec le monde qui nous environne, notre rapport avec les autres, notre rapport avec l'univers, avec des questions telles que est-ce qu'à trop se concentrer sur le monde que l'on fabrique, on n'oublie pas le monde réel? Est-ce que la fascination qu'on peut avoir pour certaines expériences immersives n'est pas une façon d'oublier la réalité et d'éviter de la regarder en face? Des questions qui sont absolument d'actualité au fur et à mesure que la situation de notre planète devient de plus en plus complexe sur des plans aussi bien environnementaux que politiques. Et à l'heure où on comprend bien aussi que le développement technologique en soi ne suffit pas à apporter bonheur, sérénité et confiance, et qu'il faut bien y ajouter une conscience accrue de notre environnement et de notre monde. Toutes ces questions, toutes ces problématiques d'actualité, elles sont en outre renforcées, encore renforcées avec les nouveaux algorithmes, par exemple avec de l'intelligence artificielle. On vous fabrique désormais des petits assistants émotifs, affectifs, qui viennent combler un vide d'affection, qui viennent prendre la place d'un être aimé inexistant, posant toutes sortes de questions éthiques et en termes de santé publique même. Toutes ces problématiques, on peut les retrouver ou les aborder à travers ce film. Et le panel que vous allez avoir en discussion ce soir vous permettra de bien en appréhender toutes les facettes. Alors, je vous souhaite une excellente projection et un excellent débat. Voilà, alors justement, c'est le moment de vous présenter le panel rapidement qui viendra discuter après le film. Alors je vais d'abord demander à Damien Romer, tu peux te lever s'il te plaît. Donc Damien, on peut l'applaudir. Alors Damien, il est informaticien, mathématicien à Polytechnique dans le labo LIX, c'est-à-dire le laboratoire d'informatique de Polytechnique. Il est professeur là-bas et il est spécialisé en informatique graphique, en modélisation 3D et en animation. C'est bon, j'ai bien... Donc ce sera parfait pour parler justement des techniques qui sont utilisées dans les jeux vidéo et dans d'autres domaines, il nous en parlera tout à l'heure. Et nous avons également Stanislas Devavrin, tu peux te lever, merci, qui a mis le pull de circonstance, comme vous pouvez le voir, sauf que voilà. Et donc il est créateur de jeux vidéo, Stanislas, et il est fondateur de la société Obibi. Avant ça, il a été vice-président création chez Gameloft. Donc c'est plus de 300 jeux et des millions de téléchargements sur les App Store et tout ça. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est du monde de la fabrication des jeux vidéo et qui pourra nous donner son ressenti par rapport au film, par rapport aussi à toutes les références qui sont faites dans le film à l'histoire du jeu vidéo. Et il pourra répondre à vos questions. Merci Stan d'être là. Et enfin, nous aurons Jacques Arnoux qui nous rejoindra directement pour le débat. Alors Jacques Arnoux, quelqu'un qui a déjà intervenu 2 fois, si ma mémoire est bonne, au Ciné Club depuis 4 ans. Jacques, il est expert éthique au CNES. Et donc, il va aussi pouvoir un petit peu parler de tous ces rapports que Cédric vient d'évoquer entre le réel, le virtuel et toutes ces choses-là, qui effectivement m'intéressent beaucoup en ce moment. Bonne projection. My name's Wade Watts. My dad picked that name because it sounded like a superhero's alter ego. Like Peter Parker or Bruce Banner. But he died when I was a kid. My mom too. And I ended up here. Sitting here in my tiny corner of nowhere. There's nowhere left to go. Nowhere. Except the Oasis. A whole virtual universe. People come to the Oasis for all the things they can do. But they stay because of all the things they can be. Can you feel this? Yeah. It's the only place that feels like I mean anything.
The Oasis was the brainchild of James Halliday. Hello. If you're watching this, I'm dead. I created a hidden object, an Easter egg. The first person to find the egg will inherit $500 billion and total control of the Oasis itself. Who is this Parzival, and how the hell is he winning? Find him. This isn't just a game. I'm talking about actual life and death stuff. The Oasis, the world's most important economic resource. And it's nothing less than a war for control of the future. Welcome to the rebellion, Wade. Like many of you, I only came here to escape. But I found something much bigger than just myself. Are you willing to fight? Help us save the Oasis. Il a toujours moyen de nous faire sourire, Spielberg. Hein. C'est rempli de références dans tous les sens qu'on va pouvoir décrypter un petit peu, rempli de questions sur les liens entre la réalité et le virtuel qu'on va pouvoir traiter aussi. Ce que je voudrais, tout simplement pour commencer, c'est un tout petit tour de table. Chacun, à la suite, vous me dites un petit peu votre ressenti par rapport au film, ce que vous en avez pensé, ce que ça vous a évoqué. Je vais commencer. Pour moi, c'est la deuxième fois que je le vois. Donc, quand on m'a demandé de participer à un débat après avoir vu le premier film, je me suis dit ça va être difficile de trouver un truc très malin à dire parce que c'est un film d'aventure. La première fois que je l'ai vu, en fait, j'ai pas vraiment vu un sujet social de fond qui pouvait être débattu ou quelque chose qui était particulièrement différent de ce que je voyais au quotidien en fait dans l'industrie du jeu vidéo. Pour autant, la deuxième fois, j'ai fini par trouver quelque chose dont on pourra parler tout à l'heure finalement. Voilà. Il garde le suspense en fait. Damien, un mot ? Ok. Il y a pas mal de choses. On pourrait poser, on va dire le pour et le contre. Il y a pas mal de choses qu'on retrouve effectivement, je pense, dans la réalité. Le film, il met en avant des données, une vision un petit peu dans le futur de ce que pourrait donner le jeu vidéo. D'un autre côté, je pense qu'en fait, le monde actuel du jeu vidéo, il est même plus avancé que sur certains côtés que montre le film. On a une interaction entre la réalité virtuelle et la réalité qu'on va qualifier de réelle, qui est finalement déjà peut-être plus avancée que ce que montre le film. Le film, il est effectivement un petit peu, ça fait référence à plein d'anciens jeux vidéo et qu'est-ce qu'on peut faire, on va dire avec des graphismes extrêmement avancés, une immersion avancée par rapport à ces anciens jeux vidéo, et ça y fait référence. Par contre, on peut trouver aujourd'hui vraiment des liens encore plus profonds, des choses qui relient plus l'humain, les relations entre les humains, et même aller plus loin aussi entre ce qui nous apparaît quelque chose dans le virtuel, qui est complètement différent, avec un jeu plus avancé, plus prononcé entre ce qui existe dans le réel par rapport à ce que l'on fait valoir et apercevoir dans la réalité. Merci Damien. Jacques ? Oui, bonsoir. Pour ma part, j'avais vu le film il y a juste 8 jours dans cette même salle ou la salle d'à côté. Et vu mon grand âge, les jeux vidéo, c'est vraiment très loin de ma culture, donc je le confesse et je l'avoue. Mais il y a quand même deux choses qui... Donc je suis allé voir mon voisin qui est philosophe en lui disant « Toi qui as vu le film, donne-moi des choses intéressantes à dire ». Donc je vous dis tout de suite ce qu'il m'a dit, puis après on en parlera peut-être d'autres choses. Il m'a dit « En fait, c'est une mise en abîme de la caverne de Platon ». J'ai dit « Écoute, je vais tâcher de le placer », donc je l'ai placé, ça y est. Et ce qu'il voulait me dire par là, je trouvais ça intéressant, c'est-à-dire au fond, nous appartenons à une réalité, mais il y a peut-être d'autres réalités que nous fabriquons, ou que nous ne connaissons pas, ou qui nous sont imposées, et où se trouvent ces différentes réalités. Donc je trouve que ça, vraiment, il n'était pas bête, mon voisin philosophe, avec son coup là, de la mise en abîme. Et puis il y a la question qui pour moi reste, par rapport à ce que vous venez de dire, qui est quand même importante, c'est le jeu. Quelle place aujourd'hui le jeu occupe-t-il dans nos existences personnelles, dans notre société, les usages qu'on en fait personnellement, globalement. Enfin, il y a des drôles d'enjeux derrière, je trouve. Donc des enjeux du jeu, on pourra peut-être discuter de ça.
Merci à tous les trois. Alors, avant de replonger dans le débat proprement parlé du film, est-ce que du coup vous pouvez simplement vous présenter un petit peu, nous raconter un peu ce que vous faites un peu au quotidien, histoire que le public puisse vous connaître un petit peu. Alors, on va refaire dans l'autre sens. Alors, mon quotidien, c'est d'être le monsieur éthique de l'Agence spatiale française. Donc, vous avez devant vous quelqu'un qui est unique au monde, puisque l'Agence spatiale française est la seule à avoir un monsieur éthique. Bon, peut-être que demain, ce sera une madame, hein, mais ce que j'espère. Donc mon job, c'est de poser des questions et ne jamais donner de réponse. C'est-à-dire d'inviter mes collègues ou de nous inviter, parce que nous sommes, nous appartenons à un pays qui lance des fusées, qui a un programme spatial, de nous poser des questions sur le bien fondé d'aujourd'hui, d'envoyer des fusées, d'envoyer des satellites, d'envoyer une sonde d'ici quelques jours vers Mars, et de voir quelles sont les conséquences aussi pour notre société. Donc ça, c'est mon job. Alors, j'ai la chance dans mon bureau d'avoir un rayon consacré à la science-fiction. Donc je vais rajouter sans doute le roman qui est là derrière, parce que je suis nul en science-fiction. Enfin, j'étais quasiment nul et je me suis rendu compte que l'un des endroits où les questions éthiques étaient posées le plus clairement vis-à-vis du domaine spatial, c'était par les auteurs de science-fiction. Donc c'est partie, j'allais dire, de mes références. Donc j'ai la chance dans mon bureau d'avoir des romans de science-fiction. C'est les premiers qu'on voit en rentrant. Ça choque un peu les gens, mais ça fait partie de la pédagogie. Donc moi, je crée des jeux vidéo depuis que je suis tout petit. Je crois que j'ai appris à lire sur un Amstrad, et depuis que j'ai vu des pixels bouger sur un ordinateur, j'ai compris que c'était ça que je voulais faire de ma vie. Donc j'ai consacré tous les efforts depuis ma plus tendre enfance en fait à en faire mon métier. J'ai eu la chance de pouvoir en vivre à partir de 18 ans, où en fait j'ai créé parmi les premiers jeux en fait qui étaient sur téléphone portable au début des années 2000 chez une société qui est devenue Gameloft. On est monté à 6000, on a fait des tonnes de jeux, on était une énorme industrie en fait, plus comparable on va dire à ce qu'on a vu que à la boîte que j'ai montée ensuite. Mais au bout d'un moment, tout simplement, j'étais manager et ça m'intéressait de moins en moins, parce que ce que j'aimais et ce qui vraiment était le feu sacré qui m'habitait, c'était de créer des jeux qui en fait soient populaires, plaisent aux gens et en même temps régler des tonnes de problèmes pour les réaliser. Donc il y a 4 ans, j'ai monté ma boîte et là on a un jeu qui marche très bien, qui est très populaire. Les Français en fait s'en sortent extrêmement bien sur les jeux mobiles. Parmi le top en fait des jeux les plus téléchargés au monde, il y a au moins 3 boîtes françaises. Et là on a réussi à glisser un jeu dans le top 30 des jeux les plus populaires au monde en ce moment sur téléphone, qui est un jeu de voiture multijoueur qui met des gens en fait en relation pour faire des courses et devenir les plus grands pilotes de tous les temps. Bonsoir. Alors, moi, je suis enseignant-chercheur. Alors, une moitié de mon temps, j'enseigne l'informatique. Et puis, l'autre moitié de mon temps, je fais ma recherche dans le domaine de l'informatique graphique. Et plus spécifiquement sur de la modélisation et de l'animation de modèles 3D. Et le thème principal, en fait, ce que l'on fait principalement dans l'équipe, c'est qu'on essaye d'améliorer les outils, de donner des facilités à ceux qui utilisent les outils pour créer des mondes 3D. Donc typiquement, les images de synthèse qu'on a vues, qu'on peut voir, que vous pouvez voir dans des jeux vidéo, dans les films d'animation, dans les effets spéciaux, c'est fait par des artistes 3D. Qui utilisent des logiciels particuliers, enfin des logiciels spécialisés, mais à l'heure actuelle, ça reste extrêmement compliqué en fait d'utiliser ces logiciels. Alors on est inondé de modèles 3D, on a l'impression que c'est simple de le faire. Non, ça reste extrêmement compliqué. Chaque seconde d'effets spéciaux qu'on peut voir sur un film, c'est des quantités effroyables de travail, avec des dizaines, des centaines, parfois des milliers d'artistes qui vont travailler sur ces scènes. Et donc, nous, on essaye de trouver de nouveaux algorithmes dans le domaine de la recherche pour faciliter un peu le travail, permettre aux artistes de pouvoir s'exprimer plus facilement, d'exprimer plus facilement leur créativité, pour pouvoir justement créer ces scènes 3D de manière plus aisée, de manière plus efficace, sans avoir à travailler tous les petits détails que l'on pourrait trouver de manière automatique. Merci à vous. Jacques, tu parlais du jeu tout à l'heure. Et en fait, c'était une des premières questions que je voulais poser à Stan quand j'ai su qu'il venait. Le film se termine par cette phrase, enfin quasiment cette phrase, « Merci d'avoir joué à mon jeu », de la part du créateur du jeu. Est-ce que cette phrase t'inspire quelque chose ? Évidemment, en fait, il y a 2 phrases
y a deux morales dans le film, dont une que je trouvais extrêmement bizarre, qui était il n'y a que la réalité qui soit réelle. Il y en avait encore une autre qui était encore pire, qui était il n'y a que dans la réalité qu'on a un bon repas. Et il y avait cette dernière phrase qui était merci d'avoir joué à mon jeu, qui là du coup me parlait beaucoup plus, parce qu'en fait tous ces efforts qu'on met dans un jeu, en fait on le fait pour les gens, en fait on s'imagine. Souvent c'est très dur de concevoir des choses pour des millions de personnes, en fait. On pense à quelqu'un qu'on aime, on pense à des gens autour de nous, que ça peut être des enfants, notre ami, notre femme, peu importe, ou nos parents. Et on se focalise en fait et on s'imagine comment eux en fait expérimenteraient en fait le jeu qu'on est en train de créer, et ça nous aide énormément. Après, une fois qu'un jeu est sorti, aujourd'hui c'est devenu une industrie qui n'a plus rien à voir. On utilise des tonnes et des tonnes de data en fait pour sculpter les jeux, pour devenir en fait des expériences les plus parfaites possibles, en fait, avec de la friction la plus basse possible. Et disons que le cheminement entre l'idée de départ, la création et le moment en fait où le jeu arrive dans les mains d'un joueur, il s'est passé beaucoup de choses, mais à la fin, la gratification que tous les développeurs de jeux ont, c'est de savoir que quelqu'un a passé un bon moment avec notre jeu, ou qu'il a pris une place dans sa vie qui était importante, et c'est sûr que c'est pas quelque chose que l'on fait uniquement pour soi et qu'on garde et qu'on cache dans un coin. On s'expose aux autres, en fait, on leur crée un système et on leur offre, ou on leur vend. Et c'est parfois l'accueil est bon, parfois l'accueil est mauvais, comme pour toute œuvre. Et ça apprend vachement aussi à tout simplement à prendre du recul parfois sur sa création et à essayer de s'améliorer en permanence pour tout simplement faire des meilleurs jeux que les gens apprécieront de plus en plus. La part de storytelling dans le jeu vidéo, peut-être tu peux nous en parler un peu. Alors le premier truc qu'il faut comprendre, quand on parle de jeux vidéo, il y a tellement de formes de jeux vidéo différentes en fait qu'on peut pas résumer. C'est un média comme un autre. Donc il existe des jeux qui sont basés sur le storytelling, qui sont époustouflants. Il existe des jeux qui sont basés sur les relations humaines ou l'organisation des groupes qui sont aussi époustouflants. Il y a des jeux qui sont tout simplement des passe-temps extrêmement simples mais très addictifs et qui sont aussi époustouflants dans la qualité de leur réalisation, de leur fonctionnement. Aujourd'hui, dans la tête de tout le monde, en fait, quand on parle de jeux vidéo, je pense que vous imaginez des jeux PC ou des jeux consoles. Il faut savoir que ça fait 2 ans maintenant que le jeu mobile en fait, est devenu la plus grosse forme en fait, de jeux vidéo dans le monde, que ce soit en termes d'utilisateurs ou en termes de chiffre d'affaires. Et c'est marrant parce que c'est pas forcément le premier réflexe qu'on a en tête, mais quand les crédits sont arrivés, j'ai vu les téléphones portables de tout le monde commencer à s'allumer, et la raison elle est là en fait, c'est que le téléphone il vous quitte jamais, il est tout le temps dans votre poche, et donc en gros les jeux sur mobile c'est plus proche de nous que les jeux sur console qui sont à la maison ou les jeux sur PC qui sont au travail ou à la maison, et de ce point de vue là oui, j'entends des rigolades, donc je sais qu'il y en a qui jouent. Et on a les datas, donc on sait qui a joué. Voilà. En fait, ce que je voulais demander au niveau storytelling aussi, c'est la création, et ça va plaire à Jacques, je pense qu'il réagira juste après, la création de règles. Comment ça se passe quand on doit créer les règles du jeu? On entend beaucoup de fois dans le film la réflexion « je n'aime pas les règles ». Ça a l'air d'être quelque chose de la culture, de la start-up jeu vidéo, de dire qu'on n'aime pas les règles. Pourtant, il y en a beaucoup. Comment ça se passe? À quelle étape est-ce qu'on commence à décider les règles? Et à quel moment ça joue aussi sur le principe de réalité? Alors, les règles dans un jeu, souvent, elles sont la plupart des grandes bases des règles, en fait, sont tout simplement établies en amont du projet. On n'est plus, ça dépend des entreprises, mais il y a plus tellement. Il y a très longtemps, quand j'ai commencé à faire ça, on avait une mauvaise habitude, c'est qu'on essayait de tout poser sur un papier, et puis on avait écrit un super bouquin qu'on appelait une bible de game design. Et on s'imaginait en fait que cette Bible était capable de prédire comment les gens allaient se comporter dans un jeu. Avec le temps et surtout le retour des datas qu'on n'avait pas au début des années 2000, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait tout faux la plupart du temps. Et qu'en réalité, même sur les jeux consoles, il y avait énormément d'erreurs en fait, dans ce qu'on faisait. Quand on a commencé à plugger les datas, je connaissais des gens chez Ubisoft qui travaillaient sur un énorme jeu dont je ne peux pas dire le nom, et qui m'ont dit il y a 60% des gens qui ne passent pas le premier niveau. C'est-à-dire que, en fait, c'était comme ça depuis des années sur tous les jeux qui sortaient sur console ou sur PC, mais personne n'était au courant. Il n'y avait que 40% des gens qui étaient capables de passer le premier niveau parce qu'il était tout simplement beaucoup trop dur. Et c'était comme ça pendant des années. Alors avant, les gens l'acceptaient parce que
la façon dont la relation qu'on avait aux jeux vidéo était assez différente. Dans les jeux sur Super Nintendo, Mega Drive, on pouvait rester toute une après-midi à jouer dessus. Aujourd'hui, la tolérance et la frustration a énormément diminué. Et si les designers en fait prennent pas et sculptent pas leurs règles en fonction de comment les gens se comportent réellement, le jeu c'est un flop total. Donc aujourd'hui, le succès, il est dans la lecture et la compréhension de comment les gens en fait jouent et ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. La prédiction de comment ces gens-là vont se comporter, en réalité, aujourd'hui, on a totalement abandonné. C'est-à-dire, vous ne trouverez pas une seule personne sur Terre capable de vous dire comment 100 millions de personnes vont se comporter face à un écran. Et les volumes dont on parle aujourd'hui sur le marché du mobile, c'est Candy Crush, c'est 1,5 milliard de téléchargements. Il n'y a pas un jeu au monde, à part celui-là, qui atteint ces volumes-là. Et des jeux qui ont fait plus d'1 milliard de téléchargements, il y en a plusieurs. Et c'est des jeux qui sont gratuits, ce qui est aussi une grosse nouveauté du monde du mobile et maintenant du PC, pas encore beaucoup sur console, même si ça existe. Et cet accès gratuit tout simplement au divertissement a provoqué encore une meilleure lecture des datas, et parce qu'il faut tout simplement monétiser après que les gens aient eu le jeu. Donc ça veut dire comprendre 1000 fois mieux en fait pourquoi les gens aiment le jeu et l'aiment pas, et sur quoi ils sont prêts à payer et sur quoi ils n'ont pas l'intention de payer. Une industrie du virtuel qui se choque quand même à la réalité de manière assez directe pour comprendre comment les joueurs fonctionnent. Peut-être Jacques, un mot sur les règles, est-ce que le film a pu t'évoquer par rapport aux règles? Non, la question, quand j'évoquais le terme et la notion même de jeu, c'est que pour les philosophes, il y a des philosophes du jeu, hein, vous savez peut-être, et quand je suis allé les consulter, ils disent volontiers, mais le jeu, c'est un faire sans pourquoi. Il n'y a pas de but. Et quelque part, ça rejoint ce que tu es en train de dire, parce que si on veut donner des buts trop précis, si on veut commencer à trop cadrer, on se perd. Il faut qu'il reste une espèce paradoxalement, de liberté. Enfin, on en parlait tout à l'heure, et l'image qu'on utilise très volontiers, c'est qu'un enfant qui joue, ou un joueur peut être hyper engagé. Il joue vraiment quand il est capable, en interseconde, de faire un clin d'œil en disant « mais je sais bien que c'est qu'un jeu ». Et pourtant, il faut, comme tu dis, des règles. Je trouve qu'il y aurait sans doute, alors là, c'est là que je ne suis pas philosophe du jeu, hein, mais d'aller davantage en se disant, au fond, s'il n'y a pas de règles, il faut quand même des repères. Il faut quand même des jalons pour que chacun fasse son chemin et il trouve un certain plaisir ou une certaine satisfaction. Et je trouve que ça, de ce point de vue-là, c'est assez intéressant dans la manière dont nous nous comportons dans le réel. On voit bien, nous sommes dans des sociétés où plutôt on a tendance à mettre des règles extrêmement fortes, extrêmement contraignantes, pour plutôt nous rassurer, parce que c'est plus difficile de jouer, enfin, avec la manière dont tu nous décris, c'est-à-dire d'avoir des repères, et puis après, à nous de nous débrouiller pour construire notre propre chemin en s'aidant de cela. En t'écoutant, je pensais vraiment à ça, je ne sais pas si je me trompe, et ça, c'est évidemment, d'abord, c'est pas facile de créer des repères et non plus des règles, des choses qu'il faut suivre, oui, non, enfin des choses très binaires. Et en même temps, ça donne aussi à chacun une responsabilité plus grande. Enfin, on est responsable, je pense, dans ce que tu nous expliques, de la manière dont on joue, enfin de la manière dont on avance dans le jeu. Là, si tout était déterminé, il n'y aurait pas de jeu. On dirait, bah non, ça ne m'intéresse pas. Si tout était comme un code de la route trop tracé. Et je trouve que là, la comparaison mériterait sans doute d'être poussée plus loin. Alors, après, je ne sais pas, par rapport à ce qui est décrit dans le film, peut-être qu'on en est loin de ça. Je ne suis pas capable de faire la comparaison. Mais au moins, cette comparaison-là entre les règles du jeu, ou les règles d'un jeu telles que tu les décris, et puis comment dans nos sociétés, nous nous imposons, on nous impose des règles qui ne sont pas du tout des règles de jeu, et qui là sont en fait beaucoup plus contraignantes. D'où peut-être l'importance du jeu. En fait, c'est drôle parce que ça rejoint le point que j'ai camouflé au début. Un truc que je me suis rendu compte en revoyant la deuxième fois, en fait, c'est que dans cet univers-là, justement, une œuvre de fiction en fait est hégémonique. Le jeu Oasis régule en fait la réalité, et tout le monde dépend, on a l'impression, en tout cas dans ce film, de cet univers-là. Et sur le coup, je me suis dit, mais est-ce que c'est possible ça? Est-ce qu'une œuvre de fiction en fait, peut réguler la façon dont les gens interagissent les uns avec l'autre, mais dans la réalité? Et en fait, je me suis rendu compte que bah oui, c'était comme ça depuis très très longtemps. Il y a 500 ans, c'était des livres ou des religions qui déterminaient comment les gens devaient se comporter, qui avaient le droit de vie ou de mort sur les gens s'ils ne suivaient pas les règles. Est-ce que dans un futur
Aujourd'hui encore, c'est comme ça dans certains endroits du monde et de manière différente, on utilise toujours des œuvres de fiction pour réguler nos relations. Mais est-ce que dans le futur, cette source de régulation en fait, peut venir d'un jeu vidéo et la première fois que j'ai vu le film, je m'en suis pas rendu compte parce que ça me semblait tellement naturel en fait. On a tellement nous l'habitude en fait d'établir des règles et de voir les gens s'y conformer, voire de payer pour les suivre, que en fait ça m'a pas du tout apparu en relief en fait dans le film. Et à la deuxième fois, je m'en suis rendu compte que on voyait rien d'autre dans le film que des choses qui tournaient autour d'Oasis et que même dans la réalité, les gens avaient évidemment tous un casque et que dans la rue, tout le monde avait un casque et qu'en fait, personne n'était hors de l'Oasis. Et cette scène finale où on les voit tous jouer dans la rue. Ouais. Et donc, pourquoi en fait une œuvre de fiction telle que le jeu vidéo pourrait prendre le relais de ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire des livres écrits ou après des succès, des échecs. En fait, la réponse là-dedans, c'est l'hyperfréquence. C'est nous, dans nos jeux, en fait, déjà, on fait beaucoup de jeux et on a beaucoup de cycles d'itération hyper rapides. C'est-à-dire que pour qu'un gouvernement ou qu'une religion en fait s'améliore, il faut qu'elle soit mise en danger ou détruite. Et là, on revoit les règles et on recommence. Et ces trucs-là arrivent à une échelle de temps en fait qui est extrêmement longue. Chez nous, les règles, on fait des updates 3-4 fois parfois par semaine, on fait des patchs, on change, on voit comment les gens réagissent, on ouvre une porte à gauche, on voit que tout d'un coup tout le monde s'infiltre dedans pour récupérer quelque chose, et on se dit oulala, ce qu'on a mis là était trop important, on referme la porte, on voit les gens partir à gauche, et en fait, et là je parle pas du coup de l'industrie du jeu mobile, mais des gens qui font des MMORPG, il y a des jeux absolument incroyables, notamment je pense à Evenline pour ceux qui connaissent, qui se passe dans l'espace. Et ce jeu-là est totalement libre en fait. Les gens sont libres de créer des équipages spatiaux pour explorer l'univers et récupérer des ressources, mais ils peuvent également créer des villes, des cités, des planètes et des gouvernements. Et j'ai rencontré le gars qui a fait ce jeu-là. Et je vais vous choquer, mais il m'a semblé que cet homme était la chose la plus proche d'un prophète ou de Jésus-Christ en fait parmi les gens que j'ai rencontrés dans ma vie. Et quand ça paraît très bizarre dit comme ça, mais quand vous parlez à cette personne en fait vous comprenez pourquoi il est comme ça. Ce gars-là a vu s'organiser et se détruire des milliers de gouvernements intersidéraux. Et je blague pas, c'est-à-dire qu'il a vu par la petite porte des gens s'organiser, construire, mettre au point un ensemble de règles pour vivre ensemble et perdre. Et donc en reconstruire de nouvelles. Et pourquoi ils ont perdu? Parce que leur planète a été détruite, parce que leur vaisseau a été intercepté, etc. Et en tout cas, ce qui était sûr, c'est que les règles que ces gens-là avaient établies entre eux n'étaient pas les bonnes. Et donc les joueurs, qui sont extrêmement créatifs, l'ensemble de l'humanité de manière générale, a tout simplement produit des nouveaux systèmes de mieux en mieux organisés, et de plus en plus vite. Ils n'ont pas eu à attendre la mort d'un dictateur ou le désolement d'une religion pour revoir leurs règles. Ils sont morts dans le jeu, comme on a pu le voir ici, et ça les a forcés à repenser leur méthode d'organisation. Et ce gars-là a vu, en fait, par derrière, via les datas, a vu des millions de gens s'organiser de mieux en mieux, et de mieux en mieux, et de mieux en mieux, dans un but qui était artificiel, qui correspondait à un ensemble de règles de jeu, mais il a vu les gens s'optimiser beaucoup plus vite que ce qu'on peut voir dans le monde réel. Et du coup, quand il vous parle, je vous assure, il est extrêmement convaincant. Et en fait, l'air de rien, il est même très rassurant, parce qu'il a une vision qui est extrêmement belle de l'humanité et de là où on va. Et il donne plutôt envie de le suivre que de ne pas le suivre. Et si des gars comme ce mec-là, qui ont une expérience absolument incroyable finalement en fait, de l'organisation humaine, construisaient les règles du réel, bon, moi évidemment c'est plus simple pour moi, mais je serais pas choqué, je serais bien content. Mais je pense que potentiellement, en tout cas, ça ne se serait pas fait au détriment de l'humanité. Ça pourrait être au contraire une révolution très intéressante et pourquoi pas désirable. N'est-ce pas lui qui se serait fait élire dans son jeu président d'une planète ou quelque chose comme ça, non? Alors lui est assez en retrait. En fait, il y a beaucoup de mythes autour de lui, et il y a un festival. En fait, ce gars-là me fait penser à ce gars-là.
Le jeu marche bien, mais c'est pas le plus grand succès économique du monde. En fait, il y a des jeux qui marchent beaucoup mieux, mais par contre, en termes de richesse et en termes de prédiction de ce que pourrait devenir le futur de l'humanité, il y a une quantité de choses dans EVE Online qui est absolument incroyable. Il y a notamment, il y a eu un truc qui avait fait l'actualité. En fait, il y a eu l'effondrement du système bancaire de EVE Online. Eux avaient prévu un système bancaire extrêmement sophistiqué. Il y avait une planète qui était une planète en 3D, hein, comme on voit là, qui était défendue par le plus gros système de défense que les concepteurs du jeu avaient pu mettre au point. Et les joueurs se sont organisés en fait en douce pour attaquer cette planète et prendre le contrôle du système bancaire. C'était absolument pas prévu. Tout avait été fait contre ce système-là. Et pourtant, ils avaient laissé la possibilité que cette chose-là puisse arriver. Évidemment, ça n'a pas loupé. Il a fallu une organisation et puis des moyens monstrueux de la part des joueurs, une collaboration faramineuse. Ils se sont organisés sur des forums. Ils ont prévu des plans d'attaque qui étaient réellement dignes d'une armée napoléonienne, un truc mais vraiment de barge. Et ils ont réussi. Ils ont réussi à faire tomber le système bancaire et toute l'économie de ce jeu-là. Et ce qui est complètement fou, c'est qu'ensuite, une fois que les joueurs ont repris le contrôle du système bancaire, ils ont itéré sur un système, parce qu'ils ont d'abord fait faillite, et puis ça ne marchait pas, et finalement, ils ont reproduit le système bancaire initial qui était sur cette planète. Et l'air de rien, il faut avoir vu ça pour comprendre que certaines choses sont systémiques dans l'organisation des hommes, et que on ne peut pas lutter contre tout. Il y a certaines choses qui sont tout simplement nécessaires pour que les gens vivent, et on ne peut pas juste tout détruire. Il faut réfléchir à pourquoi les choses sont construites de telle ou telle manière. Merci Stan. Créer des mondes, jouer au démiurge. Alors il faut aussi les moyens techniques de le faire. Donc je vais poser une question à Damien. Alors nous aussi, on est dans une forme de mise en abîme avec la technique de modélisation, puisqu'il y a d'un côté les effets spéciaux du film dont on peut parler, et de l'autre côté les effets qu'on utilise dans les jeux vidéo. Peut-être un mot déjà sur les effets que tu as vus dans le film. Est-ce que ça t'évoque quelque chose ou pas du tout? C'est particulièrement réaliste dans ce film. Alors, les effets spéciaux du cinéma d'animation et ce que l'on peut voir dans les jeux vidéo, c'est un petit peu... Il y a des points communs et en même temps, c'est deux mondes assez différents. On ne cherche pas du tout à obtenir les mêmes résultats, hein. Typiquement, quand on va voir un film d'animation, dans ce que l'on peut voir, là on y voit, même si les personnages y restent caricaturaux, hein, les personnages virtuels qu'on a vus dans le film, effectivement on voit très clairement que ce sont de faux personnages, avec certains traits qui sont repris des vrais. Mais la qualité d'image, la qualité nécessaire pour faire ces films d'animation, c'est extrêmement élevé. Donc on va avoir des artistes numériques qui vont travailler pendant des jours et des jours pour faire quelques instants de film. On est pour des films d'animation, c'est de l'ordre de la seconde par jour d'artiste. Un artiste va travailler sur une seconde de film sur une journée. S'il arrive à faire plus, c'est que c'est extrêmement efficace, et parfois pour des films d'animation de très grande qualité, on va être bien inférieur. C'est des coûts de production aussi qui sont énormes. C'est complètement différent de lorsque l'on veut avoir un jeu vidéo en 3D, en l'occurrence. Alors, encore une fois, tous les jeux vidéo, et comme tu le disais, c'est une sous-partie, les jeux vidéo qui sont en 3D, qui ont des effets graphiques importants. La plupart des jeux vidéo qu'on va avoir sur nos mobiles et qui se répandent extrêmement bien, ont souvent des graphismes beaucoup plus basiques qui ne vont pas avoir ce type de problématique. Mais pour vraiment les jeux qu'on va appeler AAA, qui ont des graphismes extrêmement avancés, là, ce qui va jouer de manière extrêmement importante, ça va être l'aspect temps réel. Et donc, pour ça, il faut obtenir en permanence une nouvelle image qui va être rendue suffisamment rapidement pour ne pas avoir de délai. Et typiquement, il faut au moins rendre au moins 25 nouvelles images par seconde. Chaque image, en fait, que l'on peut voir dans un vidéo, une fois qu'on a une image qui est rendue, la suivante, on efface tout et on recommence. Et on recommence entièrement le calcul de la scène 3D et de la nouvelle image. Et donc ça, il faut le faire au minimum 25 fois par seconde, parce que sinon on va commencer à voir le fait que c'est saccadé. Et donc l'une des problématiques majeures du jeu vidéo, ça va être cet aspect temps réel.
Et donc, si on n'a pas de temps réel, on ne peut pas faire de jeux vidéo. Donc, d'un côté, le film d'animation va chercher la qualité maximale des détails. Et de l'autre côté, le jeu vidéo, on va essayer de, non pas forcément d'avoir un niveau de détail extrêmement important, mais d'être temps réel, d'être très répondant par rapport à l'utilisateur. Et donc, pour garder une très bonne qualité, on va dire, de visualisation, de rendu, on va mettre des couches, ce qu'on va appeler des textures, des déformations appliquées sur les surfaces, qui vont permettre de donner l'impression d'avoir encore plus de détails qu'on en a en fait. Voilà à peu près sur les différences principales. Quels seraient aujourd'hui les enjeux? Tu parlais tout à l'heure que quelque part dans ce jeu vidéo, on était un peu en deçà de la réalité de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on peut faire aujourd'hui et quels sont les enjeux de développement technologique vraiment poignants aujourd'hui et quelles seraient les barrières qui nous empêchent d'avancer? Je dis on est un petit peu en deçà. Par exemple, si je reprends la phrase aussi qui t'a fait tiquer, il n'y a que le réel qui est vrai. Aujourd'hui, il y a des jeux, si on reprend les jeux bien connus, enfin, qui ont fait effet, type Pokémon Go. Je ne sais pas si certains y ont joué, moi j'y ai pas joué, mais j'ai juste suivi ça de loin. Ce que l'on voit, là en fait, alors déjà dans le film, on n'a pas vraiment vu un aspect jeu. C'était pas tant le jeu, cette oasis, qu'une sorte de miroir un peu déformé de la réalité. C'est-à-dire que les gens, une fois qu'ils mettent le casque, quasiment, ils ont leur avatar qui leur ressemble, à quelques différences près. Effectivement, il y a un enfant qui est un peu plus grand. Dans les vrais jeux, si on regarde, je ne sais pas si tu le vois dans les données, mais très souvent, les gens ils vont s'amuser à prendre des personnages qui sont complètement différents, où ils vont se donner un rôle. Donc, ils vont vraiment devenir méchants ou complètement différents de ce qu'ils sont dans la réalité. Donc là, on était plus sur une sorte de miroir de la réalité. Or, ce qu'on sait faire aujourd'hui, c'est aussi connecter des choses virtuelles à des choses réelles. Donc, si je reprends cet exemple de Pokémon Go, on regarde au travers de son écran et on voit des choses apparaître dans la vraie vie. Donc, on voit des choses virtuelles apparaître dans ce que je peux voir au travers de ma caméra. Donc, je vais regarder mon siège, c'est mon vrai siège, mais dessus, je vais avoir un Pokémon qui va apparaître et je vais devoir aller chercher des œufs pour faire émerger des Pokémon. Et ça il y a eu des tournées entières avec des milliers de personnes qui se sont déplacées à l'autre bout du monde parfois pour aller chercher des Pokémon complètement inconnus. Donc, c'est un impact extrêmement important et trouver la différence entre ce qui est virtuel ou ce qui est réel, on n'est pas tout à fait dans un jeu tel que on l'aurait sur son mobile ou sur son PC. On est vraiment en train de se déplacer dans la réalité. Et d'un autre côté, on a un but qui n'existe pas en vrai, qui est effectivement d'aller chercher des Pokémon. Ensuite, il y a encore un lien avec le fait qu'on peut acheter ou pas différents accessoires, différents outils. Donc cette interconnexion entre le réel et le virtuel, elle est... il n'y a pas forcément une frontière claire, voilà, ça existe ou ça n'existe pas. Nous, notre imaginaire, finalement, il n'a pas de notion de réalité. Et le jeu et ce que l'on voit au travers de notre écran, ça va directement parler à notre imaginaire. Et donc, il n'y a même pas forcément à faire la part des choses entre ce qui est vraiment réel et ce qui est virtuel. Même si, évidemment, on ne va pas aller manger dans le monde virtuel et ça va pas atterrir dans notre estomac directement, ça c'est sûr. Ensuite, en termes de limitation, si on regarde dans ce qui existe, aujourd'hui les casques de réalité virtuelle, effectivement, on peut en acheter. On peut voir tout à fait des scènes 3D. On dit que c'est immersif parce qu'effectivement, on a vraiment l'impression de se déplacer dans un monde 3D. Par contre, il y a différentes problématiques qui ne sont pas tout à fait évoquées. Donc ici, ils sont souvent sur des tapis roulants omnidirectionnels. Ça, on ne l'a pas encore tout à fait, le tapis roulant omnidirectionnel. Tout de suite, sur l'aspect tangible, donc tangible, ça va être tout ce que l'on va pouvoir toucher vraiment avec les mains. Là, la technologie, elle n'est pas encore tout à fait au niveau. C'est-à-dire que si on doit toucher des éléments, soit on touche un vrai élément,
soit l'élément virtuel, on passe la main au travers et ça ne marche pas du tout. Donc toutes les interfaces où on voit des gens, ça fait longtemps qu'on voit dans les jeux vidéo, enfin dans les films, ça nous fait un peu rêver des gens qui travaillent avec des interfaces en 3D, qui touchent très précisément des choses en 3D. Ça ne marche pas. En tant qu'humain, on est extrêmement mauvais pour travailler en 3D. On sait très bien travailler dans deux directions, horizontale, verticale. La profondeur, on ne la maîtrise pas du tout. Et on la maîtrise uniquement parce qu'on a un aspect tangible avec les mains, on sait qu'on a touché le mur. Mais sinon, on est assez incapable de savoir si un objet est à 1 centimètre plus proche ou plus loin de nous. Et donc, tant qu'on n'a pas cet aspect tangible, tout ce qui va être interaction vraiment 3D avec les mains, avec les jambes, c'est pas évident. Quand on met un casque de réalité virtuelle, souvent on est relié avec un câble, et puis il faut faire attention, il faut toujours mettre une personne à côté de soi, parce que sinon on commence à marcher, on rentre dans le mur. Évidemment, dans la scène virtuelle, il n'y a pas de mur. S'il y a un sofa devant nous, on ne le voit pas du tout, on tombe. Ça peut être assez vite dangereux en fait s'il n'y a personne qui nous regarde. Pareil, en termes de réalité virtuelle, on est aussi limité encore pour l'instant par la perception 3D qui n'est pas encore parfaite, ce n'est pas encore comme nos yeux. Exactement comme on voit dans une scène 3D. Pourquoi ? Parce qu'on a un écran qui est juste en face de nos yeux. Et du coup, la focale de cet écran, ce n'est pas tout à fait la même chose que quand nous, on vient focaliser sur un point qui est beaucoup plus loin à l'horizon. Du coup, nos yeux ne sont pas habitués. En fait, on voit une scène 3D qui est fausse, juste en face de nous. Donc, on voit de la 3D, et puis au bout d'un moment, on commence à avoir mal au crâne. Et ça, c'est dû au fait que ce n'est pas la 3D telle que nos yeux l'aperçoivent de manière naturelle. On focalise sur un point qui est beaucoup plus proche. Et donc, on a beaucoup de mal à avoir de la 3D vraiment forte, tout en évitant le mal de crâne. Alors, ce qu'on fait dans les cinémas, on met les lunettes et on voit maintenant des films en 3D, sauf que ce qu'on peut voir, c'est que dans les films, en particulier les films longs, la 3D va être très peu accentuée. On va la limiter beaucoup plus qu'on ne l'aurait dans la vie réelle. Quand je parle de 3D, c'est vraiment l'impression de profondeur. On vient vraiment la limiter au maximum pour éviter justement d'avoir mal au crâne. Parce que dès qu'il y a la moindre petite différence par rapport à la réalité de ce que nos yeux attendent, en fait, on est immergé, mais on ne se rend pas compte qu'on fait des efforts supplémentaires, que notre cerveau, il analyse quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas, même si on n'en a pas forcément conscience, et du coup, on finit par avoir mal à la tête, ou on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, ou alors ça apparaît flou, parce que sur l'aspect technologique, on n'est pas encore entièrement au point sur cet aspect de la visualisation. Merci Damien, c'est vrai, cette notion entre la réalité et les réalités qu'on se fait en nous-mêmes, ça me mène vers une dernière question que je voulais poser à Jacques avant qu'on passe à notre fameuse séquence équation. Ça m'a frappé quand on a parlé tout à l'heure. Tu parlais dans ce film, effectivement, il y a un paradoxe. Ils n'arrêtent pas de dire dans le monde réel, on se retrouve dans le monde réel, et à la fin, quand il se rend compte qu'il est encore vivant dans le jeu, tout le monde dit il est vivant. Alors que c'est dans le jeu virtuel. Et tu m'as dit tout à l'heure, mais en fait la réalité, c'est aussi, nos rêves sont quelque part, c'est une réalité en nous. Alors... C'était l'histoire de la mise en abîme, mon ami philosophe. C'est-à-dire qu'au fond, c'est pas la seule œuvre de fiction, mais qui pose vraiment la question et que les philosophes se posent depuis très longtemps. Qu'est-ce qui est réel ? Est-ce que je suis en train de rêver à l'instant même où nous échangeons ? Donc là, en permanence, nous cherchons des moyens de nous rassurer à quel monde nous appartenons. Mais en fait, il y a plusieurs mondes. Vous venez d'évoquer le mot d'imagination. C'est ça qui est très important. C'est que, je ne sais pas, parce que une fois encore, je ne suis pas un spécialiste des jeux, mais là, ce sont effectivement, nous parlons de jeux qui font appel à notre imaginaire. Et ça appartient, au moins de ce qu'on sait, au propre de l'homme, d'être capable, en permanence, y compris en ce moment, de nous imaginer dans un autre monde, dans un autre temps, d'outrepasser, comme j'aime bien ce mot, outrepasser la réalité spatiale et temporelle. Alors nous pouvons la fabriquer, comme c'est le cas ici, ou la mettre devant nous, mais voilà, c'est pas très compliqué, en permanence nous le faisons. Alors ça c'est un peu vertigineux, je crois. Il faut en même temps en permanence se poser cette question, à quoi sert notre imaginaire ?
Moi, je vous l'ai dit, je travaille dans le milieu spatial et j'aime bien rappeler que dans notre Occident, et pour des raisons sans doute liées à ce que tu disais tout à l'heure, sur la force de certains systèmes philosophiques ou religieux, en Occident, jusqu'au XVIIe siècle, nous n'avions pas le droit d'imaginer que nous puissions un jour voyager dans l'espace. Et c'est très clair, il n'y a aucune œuvre d'imagination, à une exception près, qui confirme la règle, des œuvres de fiction, donc en particulier littéraires, des récits, qui imaginent des humains allant dans ce qu'on appelle l'espace. C'était interdit par la manière de concevoir le monde. Donc nous pouvons restreindre notre propre imagination. Et puis est arrivé des astronomes, des scientifiques qui ont dit mais non, c'est pas un problème, on est dans un univers, donc c'est la même matière sur Terre et sur les étoiles, et donc nous irons un jour naviguer dans l'espace, et c'est ce que nous faisons. Donc importance de l'imagination. Grâce à elle, nous sommes aussi capables de réaliser des choses. Ou alors d'imaginer des choses que nous ne voulons pas réaliser. On évoquait le terme tout à l'heure avec Quentin. Est-ce que ce film peut avoir un rôle d'utopie ? Vous savez, l'utopie, c'est ces sociétés imaginées des autres mondes, des autres temps, mais qui en fait nous servent énormément parce qu'elles viennent nous interroger sur notre manière de vivre aujourd'hui, ici et maintenant dans ce monde. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Je veux dire, ce créateur d'univers qui devient presque un prophète, c'est que de fait, ce qu'il crée, en fait non pas ce qu'il crée, ce qu'il permet à des joueurs de créer, deviennent des mondes utopiques au sens où ça nous interroge sur ce que nous sommes et sur ce que nous voulons être, sur ce que nous ne voulons pas être. Et de ce point de vue-là, alors il faut peut-être que je vois plusieurs fois ce film, et ça devient plus long, mais il y a sans doute des choses comme ça, comme tu le disais sur ce jeu, des leçons à tirer sur notre propre humanité, telle que nous la comprenons pas toujours très bien aujourd'hui. Ça, c'est quand même assez fascinant, je trouve. En tout cas, passionnant. Merci, Jacques. On va passer à notre dernière séquence. Je sais que vous l'attendez tous. C'est la séquence équation. Alors, elle sera assez courte ce soir, notre équation, comme vous allez le voir. On a eu, juste pour faire un petit rappel, on a eu le premier mois une équation par Nathalie Palanque sur le mouvement des planètes dans le système solaire ou dans l'espace. On a eu ensuite une équation de théorie des nombres qui nous donnait le nombre pi. On a eu la dernière fois l'équation du tourbillon, une équation qui était utilisée en météorologie. Et alors cette fois-ci, nous avons une surface. Cette équation est une surface. Alors Damien, peut-être, est-ce que éventuellement, on va rentrer dans l'imaginaire des mathématiciens, est-ce que cette surface t'évoque quelque chose comme ça ? Pas facile, non, hein ? On m'a donné un indice, donc je vais... Ah. Par contre, ce que je peux dire dessus, c'est que c'est une équation qu'on appelle une équation implicite. Ce n'est pas la manière traditionnelle de définir des surfaces. En fait, donc une surface, généralement, on va la définir directement en disant voici où vient se positionner les positions, les points sur cette surface. Si j'imagine là cet escalier en tant que surface, je vais directement définir l'ensemble des positions qui vont me donner cette surface. Et donc on a une équation explicite où on vient donner directement les coordonnées x égale telle valeur, y égale telle valeur, z égale telle valeur. Ça, c'est, on va dire, la manière standard explicite de définir une surface. Là, c'est une manière un petit peu différente. En fait, on donne une équation égale 0. Et donc ça, c'est en quelque sorte, on vient donner des nombres. Donc on va se demander si x égale, par exemple, 1, y égale 2, z égale 12, est-ce que cette équation-là vaut 0 ? Si oui, alors ça veut dire que le point x, y, z est sur la surface. Sinon, ça veut dire que ce point n'est pas sur la surface. Et donc c'est en quelque sorte une question, est-ce que pour n'importe quel point x, y, z de l'espace, est-ce que cette équation est vérifiée ? Est-ce que le résultat de ce calcul vaut 0 ? Alors, si oui, c'est que je suis sur un point de la surface, sinon c'est que je ne suis pas. Et ça veut dire que ces équations-là, elles sont difficiles, on a un peu plus de mal à avoir le résultat, parce qu'il faut faire une recherche en quelque sorte pour plein de points, pour plein de positions, pour savoir si oui ou non elle est sur la surface. Et donc c'est ce qu'on appelle ces équations implicites. Alors elles ont une autre force, ces équations implicites, c'est qu'on peut mélanger des formes les unes avec les autres très facilement. C'est quelque chose qu'on ne sait pas du tout faire avec les relations explicites. Si j'ai une surface et que j'ai une autre surface, je ne sais pas dire par exemple l'union d'une surface avec une autre. Alors que si on la met sous la forme implicite,
ça va être très facile en fait de faire des unions entre des surfaces ou différentes opérations. Et donc ça permet de modéliser des formes qui sont généralement assez arrondies par des... assez arrondies, alors ça donnerait quoi à peu près ça? Si on m'a dit un indice, je ne vais pas essayer de... D'accord. Alors on va laisser... Ah d'accord. Alors on va laisser notre parrain absent, Cédric, vous présenter cette surface. C'est un extrait qui nous a été prêté par Olivier Payon, réalisateur, qui a suivi plusieurs mathématiciens, dont Cédric, il y a déjà maintenant 5-6 ans, et qui avait attrapé cette séquence qui en fait n'est pas dans le film. Donc c'est vraiment une exclusivité que vous allez voir ce soir. Cédric qui nous présente cette surface. À toi Pierre. Dans l'espace, on a 3 coordonnées, un X, Y, Z, 3 dimensions, et on a représenté l'ensemble des points qui vérifient l'équation. En temps réel, on le fait bouger comme on veut, on fait tournoyer, on peut faire chavirer les cœurs comme ça. Bon. X carré plus 9 quarts de Y au carré, plus Z au carré, moins 1, le tout au cube, moins X carré fois Z au cube, moins 9 80e de Y au carré fois Z au cube, égale 0, comme il se doit. Ça, c'est l'équation du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on va lui faire à ce cœur? D'abord, on va le percer. Regarde le cœur qui s'enfonce, s'enfonce, s'enfonce. Perdu dans un grand chagrin d'amour. Un océan. On va le faire ressurgir, voilà. Oula, on était un peu trop loin. Ça ressemble un peu à une couche culotte. Voilà, là c'est bien. On l'a entouré là. Là c'est une histoire très compliquée. Plusieurs histoires d'amour à la fois. Il n'y a plus rien. L'équation du cœur. Alors, je vais juste vous dire un petit truc rapidement si l'image revient. En fait, c'est le logiciel. Voilà, le logiciel qu'il utilise. En fait, est un logiciel qui s'appelle Surfer. Alors, en fait, c'est un truc absolument incroyable qui est gratuit. Vous pouvez le trouver sur un site qui s'appelle Imaginary, qui est un site fondé par des mathématiciens. Et donc, ça ressemble à ça. Donc, en fait, j'ai passé l'après-midi à jouer avec plutôt que préparer ce débat, en fait. Et donc, c'est un logiciel où vous pouvez, vous créer des surfaces et vous vous amusez avec. Alors là, par exemple, il y a des exemples. C'est-à-dire, même si vous n'êtes pas mathématicien du tout, vous ouvrez le logiciel, il va vous proposer déjà des formes et vous pouvez vous amuser avec. Alors là, par exemple, si on voit que si on passe au cube, ça s'ouvre. Et puis, si on monte au 4e degré, ça se referme. Voilà, je ne sais pas du tout pourquoi, mais c'est très amusant à voir. Et voilà, on peut vraiment passer un moment et on peut changer les couleurs aussi. Alors ça, c'est classe. Et alors là, je me disais, peut-être c'est un peu ce que Damien fait toute la journée avec les modèles et tout ça avec lesquels tu travailles. Et alors, je me suis quand même permis de vérifier, on va le laisser tourner derrière nous pendant ce temps. J'ai vérifié si l'équation de Cédric était bonne ou pas, parce que je me disais au cas où. Donc là, je l'ai tapé derrière, on va voir. Et vous allez voir qu'en fait, ça se construit petit à petit. Damien, peut-être un commentaire par rapport à ce que tu viens de voir sur ces équations et ces surfaces? Alors là, on voit effectivement une équation, on se dit, bon, il faut quand même bien visualiser les maths pour aller chercher le cœur dans son équation. Alors effectivement, on peut le voir apparaître petit à petit. C'est un peu... Chaque partie de l'équation va faire apparaître un ou l'autre des morceaux de la surface. Mais une chose qu'on peut dire, c'est que ces équations-là, en fait, ce n'est pas vraiment celles qu'on utilise pour faire les surfaces que l'on voit dans les films ou dans les jeux vidéo en 3D. Parce que là, on arrive à faire un cœur. Si ensuite on demande à quelqu'un, fais-moi un personnage avec une équation, fais-moi un dragon, fais-moi une maison, on est incapable. C'est pas que ça n'existe pas, ça existe probablement une équation qui ressemble à un dragon. Jamais personne ne l'a trouvée. On est incapable de donner une équation qui donne des formes beaucoup plus compliquées que quelques formes arrondies, effectivement comme un cœur, comme certaines formes assez jolies souvent d'un point de vue mathématique. Mais se dire tiens, je vais créer un personnage, je vais créer un chien, je vais créer un dinosaure avec une équation, on n'y arrive pas. Et en fait, la surface de base, alors c'est un peu dommage pour ceux qui aiment bien les belles maths, mais la surface de base qu'on utilise de partout, c'est le triangle.
on affiche toutes ces surfaces, toutes les surfaces que vous avez vues, les personnages virtuels, les animaux, le Godzilla ou autres. C'est un assemblage de triangles, de milliers de triangles, de millions de triangles en fait dans les films d'animation. Alors dans les jeux vidéo, c'est plutôt des milliers de triangles. Dans les films d'animation, ça va être des millions, des milliards de triangles, de tout petits triangles qu'on va assembler. Et en fait, si on assemble tout plein de petits triangles les uns à côté des autres, on peut créer comme ça n'importe quelle forme. Et donc c'est ça vraiment la forme de base qui vient créer tous nos personnages virtuels. C'est vraiment ces triangles qu'on vient assembler. Alors une autre raison de pourquoi est-ce qu'on utilise un triangle, c'est que c'est extrêmement facile de faire le rendu d'un triangle en 3D, en fait d'un modèle de triangle. Un triangle finalement c'est 3 points, c'est 3 coordonnées dans l'espace. Et ça on sait les projeter très facilement sur une image. À partir du moment où on sait le projeter, on sait faire le rendu 2D, donc sur l'écran, d'un modèle 3D. Et ça, c'est ce que c'est faire nos cartes graphiques. Donc justement, Cédric Villani en parlait dans son introduction sur le fait qu'il y avait ces Graphical Processor Units, ce qu'on appelle les GPU, ou les cartes graphiques en français, qui ont été effectivement, qui ont connu un grand succès depuis les années 2000, issus du monde du jeu vidéo, qui sont en fait des gros calculateurs, des gros systèmes à calculer, que l'on a directement dans nos machines, qui sont finalement plus puissants en termes de puissance calculatoire que le processeur central. Et ce sont des machines en fait à faire des projections de triangles sur des écrans. C'est comme ça que ça a été pensé le GPU. Alors ensuite, maintenant on peut les coder un petit peu plus de manière avancée. Mais à la base, c'est des cartes qui ont été pensées pour prendre des triangles, les projeter sur un écran, puis ensuite venir colorier les pixels. Donc ça, c'est vraiment la base de finalement tout ce que l'on peut voir en 3D, c'est que des assemblages intelligents, avec des couleurs, avec des textures, avec des déformations normales, mais à la base, c'est des triangles qui sont assemblés les uns à côté des autres. Merci Damien. On va vous remercier, on va vous applaudir. Merci beaucoup. Alors le temps a bien passé, donc on va prendre 2 questions. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, ça se lève là-bas. Merci énormément. Alors c'est une question qui s'adresse pour vous 3 et je suis très 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 honoré de pouvoir vous la poser. C'est une question qui est une lame à double tranchant. Moi, ce qui m'a énormément surpris avec ce film, c'est qu'en fait, il décrit un univers qui est somme toute hautement probable. Parce qu'en fait, on va vers un effacement énergétique, on va vers une construction thermodynamique qui crée de l'entropie, qui augmente, qui augmente, qui augmente. Et en fait, on nous dépeint un univers dans lequel l'énergie est précieuse. Il y a des petites éoliennes, il y a des petits panneaux solaires, mais alors pas grand-chose. Et puis surtout, il y a le personnage qui descend d'un immeuble en levant une bouteille de GPL. Une petite bouteille de gaz d'à peu près sa hauteur. Lui, il descend, et hop, ça monte. Et on n'a pas bouffé trop d'énergie, ça fait un contrepoids, somme toute, assez malin. Bon. Et en fait, l'autre chose, c'est que par rapport en fait, à la thématique du jeu vidéo, ce qui, moi, me surprend, c'est qu'en fait, le jeu vidéo est très populaire, parce qu'en fait, quelque part, il permet de raconter des histoires. C'est des histoires qui étaient plutôt passées. Moi, j'ai passé 800 heures de ma vie sur le Witcher 3, qui a été créé par CD Projekt, un jeu merveilleux, de l'heroic fantasy, un truc terrible. Et en fait, je me dis, dans la conquête spatiale, si on fait ça un jour, l'un des éléments les plus ennuyeux, c'est la question de l'ennui. Parce que quand on doit passer 6 mois dans une boîte de conserve direction Mars, il fait entre moins 80 et péniblement plus 15 l'été, et là on se retrouve, c'est le désert. Et on fait quoi? Et en fait, je me demande si quelque part, en termes de préparation pour un voyage sur Mars, il ne faudra pas rendre public, sous forme de jeu, la cartographie de Mars, pour permettre à des gens de dire, cramez 6 mois de votre vie dans une boîte de conserve, et quand vous aurez cramé 6 mois de votre vie, comment vous allez vaincre l'ennui? Et quand vous allez arriver sur place, comment vous allez vous organiser? Ça permettrait de préparer 2 choses. La conception que la Terre est précieuse, que l'entropie gagne, que l'énergie diminue, qu'on fait des super cartes graphiques, mais on ne sait pas les recycler. C'est un vrai problème, parce que plus on augmente en finesse de gravure, et pire c'est... Je vous interromps 2 secondes. Juste, vous pouvez préciser votre question, parce que ça permettra d'en prendre une deuxième après. Ma question, c'est ça. C'est ce que j'ai perçu dans ce film. C'est ce que j'ai perçu. C'est l'entropie qui gagne. Et les gens s'ennuient, et puis il y a moins d'énergie, et puis ils vivent comme ça un peu dans des vieux trailers. C'est ce que j'ai perçu. Je vous remercie. Merci. Est-ce que vous voulez répondre ou... Non, il faudrait sans doute que vous adressiez à ceux qui essayent de simuler ces grands voyages. On commence déjà à le faire, hein, bien sûr, de manière réelle,
et moins virtuel, quoique il y a une partie de virtuel quand même. Moi, je réagis surtout pour poursuivre ce que nous disions déjà tout à l'heure, c'est-à-dire que ce genre de film fait aussi réfléchir parce que c'est un film utopique, c'est-à-dire qu'il va décrire une réalité plausible et, comme vous le dites, largement possible. Et à partir de là, c'est ce qui nous interroge en nous disant, est-ce que c'est vraiment ça que nous voulons? Et ça peut, aujourd'hui, nous faire décider de modifier tel ou tel choix. C'est pour ça qu'on parlait non pas de déterminisme, mais de quelques règles, changer de repère en disant, tiens, si on orientait nos activités individuelles et collectives vers une autre direction, peut-être que nous éviterions ce que peut nous décrire la science-fiction. C'est pour ça que je dis que la science-fiction est une œuvre extrêmement importante aujourd'hui, même en termes de simulation. Donc je vous rejoins tout à fait. Alors après, très concrètement, je ne suis pas assez fort pour savoir comment introduire à la fois ce que vous proposez, et puis en revanche, mais pour l'instant, apparemment, ils ne s'ennuient pas beaucoup. Quand on entend nos amis astronautes qui tournent autour de la Terre, ils n'ont pas beaucoup le temps de jouer. Et je reconnais que c'est une question qui se pose. Enfin, ils ont des temps de repos, mais ils sont tellement occupés tout le temps que quand ils ont un peu de repos, vous savez bien, ils regardent la Terre, ils prennent des photos. Donc l'aspect ludique jusqu'à présent est peu... on y a peu recours parce que l'ennui n'est pas très présent. Mais vous avez raison, la question de l'ennui est une question qui mériterait des thèmes entiers d'années ici au cinéma, sans doute. L'ennui au cinéma, je ne sais pas si ça existe, Quentin. Parce que c'est une chose qui, par exemple, en philosophie, en spiritualité, l'acédie, quand je commence à m'ennuyer, c'est le début de la fin. Donc vous avez raison de souligner ça. Mais c'est trop large voilà. C'est un sujet. La question de savoir s'ennuyer aussi. Intéressante. Et sur la consommation d'énergie, vous avez noté des trucs que j'ai absolument pas vus, le coût de la bonbonne de gaz pour monter et descendre. En revanche, moi, du coup, j'étais focalisé sur la consommation d'énergie des gens qui jouaient à ce jeu-là, en fait. Ça correspondait pas du tout à la direction que l'humanité prend. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, tout le monde jouait avec la Wii et en fait, avait une espèce de manette qui balançait comme ça devant son écran et c'était super. Sauf qu'en fait, c'était 10 fois plus fatigant en fait, de faire ça que de bouger tout simplement son pouce de quelques degrés sur une manette. Et en fait, ce principe de bouger tout son corps pour jouer en fait, a disparu à la génération suivante. Et il y a eu d'autres tentatives qui ont été faites. La réalité virtuelle, aujourd'hui, on dit qu'elle va connaître son second crash parce qu'en fait, jouer à ces jeux-là, chez moi, j'en ai des trucs comme ça. En fait, c'est hyper contraignant, hyper fatigant. Il faut brancher le truc, se lever, se mettre au milieu du salon, demander à tout le monde de ne pas s'approcher, parce qu'on bouge avec les bras, etc. etc. Faut pas que les enfants regardent, etc. etc. Et au final, à la fin d'une partie, non seulement vous avez envie de vomir, en plus vous êtes fatigué. Et vous avez l'impression en fait, d'avoir alors, parfois une expérience qui était extrêmement enrichissante et qui valait cet effort-là, parfois non. Quand ça vaut le coup, pas de problème. Quand c'est un peu limite, on a l'impression de se dire qu'on a perdu notre temps. Il y a de toute façon, est-ce que le futur ressemblerait à cette réalité virtuelle-là? Absolument pas, parce que je pense qu'elle a été décrite comme ça pour que les gens l'assimilent facilement. Mais en réalité, tous les travaux qui sont faits sont basés sur des systèmes neuronales. Il y a des implants qui sont en train d'être développés pour essayer de se câbler directement sur le nerf optique ou alors d'écrire directement le cerveau. Et c'est une réalité. C'est pas encore au point. Il y a eu il y a des tests. Est-ce que c'est bien, pas bien? Ça, on peut en faire tout un débat. Mais en tout cas, là, moi, tel que je le voyais, le futur ne sera pas comme ça en termes de jeux vidéo. C'est tout simplement le fait que le mobile prenne le dessus par rapport aux jeux consoles. C'est déjà le signe que les gens n'aiment pas trop se faire chier. Bien, alors le temps malheureusement est passé. En revanche, on a encore un cocktail après pour ceux qui viennent où les intervenants seront là pour vous poser toutes vos questions. On a une dernière petite séquence, c'est un message que vous adresse notre directrice, Sylvie Benzoni, et alors normalement avec un visuel que voici. Alors vous pouvez encore voir le grand absent de la soirée avec un casque qui là en l'occurrence c'est un casque de réalité augmentée. Et pourquoi on vous montre, c'est qu'en fait, comme vous pouvez voir à gauche, l'Institut Henri Poincaré a un grand projet pour les années à venir, et en particulier, en fait, c'est un projet pour 2020, donc avec une extension physique, un nouveau bâtiment. Et dans ce nouveau bâtiment, vous aurez tout un espace réservé à la médiation scientifique, c'est-à-dire à la diffusion de ce que sont les mathématiques et les disciplines connexes auprès du public. Dans lequel vous trouverez en particulier un espace où vous aurez
des animations, des présentations avec ce casque de réalité augmentée. Et c'est un projet qui s'appelle Holomat. Donc, comme vous pouvez vous en douter, ce sont des choses qui sont à la pointe de la technologie, et qui sont assez ambitieuses, et qui, par conséquent, nécessitent de l'argent. Alors, le projet, disons, physique architectural est bien financé grâce au soutien de nos tutelles, de l'État, de la région, de la ville, etc. En revanche, on a besoin d'aide, de fonds privés pour financer le reste. Et en particulier ce projet Holomat, dont vous pouvez voir le casque ici. Donc on a trouvé que c'était, après ce film, une bonne occasion pour vous en parler et vous proposer, si vous êtes un petit peu motivé pour participer à ce projet, vous trouverez à la sortie quelques petits bulletins. Et si vous êtes motivé pour participer, eh bien, je vous en remercie par avance. Voilà. Merci Sylvie. Alors j'avais 2 mots de la fin avant de passer au cocktail. Le premier, c'est un remerciement chaleureux envers nos intervenants et en particulier Jacques, parce que Jacques est un rock ce soir. Si vous avez suivi notre programme, vous savez que nous avons dû changer de film, nous avons dû changer d'intervenant, nous avons eu pas mal de déraillements, on va dire. On s'est bien remis sur les rails, mais Jacques était là depuis le début et il est là ce soir. Donc vraiment... Vraiment, on le remercie. Et puis le deuxième mot de la fin, c'est une citation du film qui dit qu'il n'y a rien de mieux que la réalité parce que c'est là qu'on peut manger un bon repas. Et bien justement, il y a un repas qui nous attend en bas. Merci à vous et merci à vous au mois prochain.